j'invite Damien à nous rejoindre pour qu'il fasse la conférence. « 27 juin 2014, je m'apprête à passer le pire coup de fil de ma vie. J'appelle mon père pour lui dire que je viens d'échouer pour la deuxième fois au bac. Voilà, vraiment pas facile. Sa réponse très simple, t'as 2 mois pour partir. Voilà comment je me retrouve à Bordeaux, très loin de ma petite campagne, très loin de la vie que j'avais imaginé avoir avec les études que je voulais faire, alors que j'étais pas bon en études. Parce que j'ai toujours voulu, dès plus jeune, je savais que je voulais faire des affaires, j'avais pas les mots sur les termes, mais je savais que je voulais avoir une entreprise, je savais que je voulais être entrepreneur. Pour vous donner un exemple, la première affaire, si on peut appeler ça comme ça, que j'ai eue, j'étais en 5e, j'avais un business de PSP. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un peu comme les Nintendo Twitch. Okay. À l'époque, c'était ça pour moi. Les gens qui les cassaient ne savaient pas les réparer, ils les revendaient sur le bon coin. Moi, j'avais vu ça. J'ai un pote qui savait les réparer. Je lui ai proposé qu'on fasse 70-30 sur le chiffre d'affaires, 70 pour moi évidemment, alors que c'est lui qui faisait tout le travail. Donc là, ça a été ma première entreprise, si on peut appeler ça comme ça. Évidemment, quand il s'est rendu compte qu'il n'y a que lui qui bossait, on a arrêté de bosser ensemble. C'est toujours mon ami, mais on ne fait plus de business ensemble. Si vous êtes là ce soir, alors que vous avez fini les cours, que vous pouvez aller au sport, que vous pouvez rejoindre vos amis, jouer à FIFA, aller au bar, si vous prenez du temps pour être là ce soir, à m'écouter parler, c'est que vous êtes comme ça, c'est que vous aussi vous avez envie d'entreprendre, c'est que vous aussi vous avez envie de faire des choses, peut-être dans les affaires, peut-être dans le business, peut-être dans l'humanitaire, mais c'est que vous avez cette envie-là, c'est que vous avez envie de faire des choses. Et aujourd'hui, on va discuter ensemble, vous et moi, comment est-ce que le risque peut nous rendre heureux? Comment est-ce que la prise de risque à vous et moi va nous rendre heureux? D'accord? Donc, premièrement, on va voir ce que c'est que le risque. Le risque, c'est très simple, ça se décompose en 2 choses. C'est la probabilité par la gravité. Je vous donne un exemple, pour que ce soit concret. Un fil tendu sur lequel vous marchez, il y a énormément de chances que vous chaviriez. Si vous êtes à 1000 mètres de hauteur, c'est très grave, vous allez mourir. Vous mettez ce même fil à 1 mètre de hauteur, la probabilité de chavirer est toujours la même, néanmoins, quand vous tombez, c'est pas grave du tout. Voilà, c'est ça la définition du risque. Pas plus compliqué. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que faiseurs de choses, on a une obligation à maîtriser et à évaluer tout le temps le risque. Est-ce que j'investis cet argent là-dedans? Je sais qu'il y en a qui font un peu de trading ici. Est-ce que je mets l'argent là? Est-ce que je ne le mets pas? Est-ce que je recrute cette personne? Est-ce que j'achète en local? Est-ce que j'achète le matos? Tout le temps, on est confronté à l'évaluation du risque. Donc le comprendre le risque, c'est le maîtriser. Comprendre là où on met les pieds, c'est se dire j'y vais pas. Et prendre les bonnes décisions. Et enchaîner les bonnes décisions, c'est réussir son entreprise. Après, il y a le bonheur. Bon, ça c'est un peu plus subjectif. Hein, chacun a... Vous n'avez pas attendu de me voir aujourd'hui pour vous poser la question de ce que c'est que le bonheur. Néanmoins, j'ai une définition qui me paraît plutôt simple et qui va convenir à tout le monde. Le bonheur, ça se compose, selon moi, en 3 points. Vous avez la santé, vous avez la liberté, et vous avez les relations. Pour vous donner un exemple, pour définir d'abord ce que c'est, la santé, c'est très simple. C'est pouvoir réfléchir mentalement, c'est pouvoir se lever le matin, c'est avoir l'énergie de faire les choses. La liberté, comme vous en doutez, c'est de pouvoir faire les choses, c'est l'argent.
Nous, dans le monde dans lequel on vit, sans argent, c'est très difficile de sortir, d'aller au resto, de faire du jet ski. C'est difficile de faire des choses, mis à part des balades en forêt. Donc ça, c'est pas cher, mais on a vite fait le tour des forêts. Et après, le troisième point, c'est les relations. C'est pas forcément avoir de nombreuses relations, mais c'est avoir des relations de qualité. C'est s'entendre correctement avec son entourage. Ces trois points-là, on pense souvent que l'argent, c'est la priorité. Il faut vraiment que ces trois points-là soient comblés pour avoir un équilibre et être heureux. Est-ce que, peut-être que certains se sont déjà intéressés au syndrome de l'hospitalisme. C'est une expérience qui a été faite pendant la Seconde Guerre mondiale. On a pris des nourrissons, des enfants. On leur a seulement répondu à leurs besoins vitaux. On les a nourris, on les a laissés dormir, on les a habillés. Mais on ne leur a jamais adressé la parole, on ne les a jamais câlinés, on ne les a jamais regardés. Il n'y a aucun nourrisson qui a passé les 1 an. Ils sont tous morts. Ça, c'est la preuve qu'il faut absolument avoir ces 3 points à égale distance pour être heureux. On connaît tous des gens extrêmement riches qui n'ont personne avec qui partager leur richesse et ils sont malheureux. Voilà pour définir un petit peu comment le risque à nous, vous et moi, nous rend heureux. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et comment est-ce que sans diplôme, comme je vous l'ai dit, j'ai échoué 2 fois au bac, comment est-ce que sans diplôme, en partant de zéro, on peut entreprendre? J'arrive à Bordeaux, je n'ai pas de travail, je suis dans un appart qui est minable. Ma vie que je projetais est hyper loin. Mais je me dis toujours, bon écoute Damien, ce que tu as fait c'est nul, tu n'as aucune compétence, mais au moins tu vas essayer de t'acheter une maison. Je ne sais pas pourquoi je m'étais mis cet objectif en tête, acheter une maison. Donc je travaille, j'arrive à rentrer à Cdiscount. Cdiscount, c'est un centre de tri, c'est un job qui est horrible. Je me casse la santé. Néanmoins, en parallèle de ça, je cherche à rentrer dans le commerce parce que business de PSP, j'ai toujours été intéressé par ça, j'ai essayé, je me faisais recaler, mais je me dis allez, je vais essayer de rentrer dans le commerce. J'y arrivais pas, je me faisais recaler. Et en faisant une alternance, un BTS, NDRC, j'ai l'opportunité de pouvoir reprendre le commerce, de pouvoir commencer le commerce. Donc, je postule dans des entreprises, je postule. Tout ça en parallèle de ces discounts. Évidemment, je suis recalé. Et arrive un moment, à ces discounts, ils me proposent un CDI. CDI, le Graal, on cherche tout ça, putain, la sécurité de l'emploi, c'est trop cool, je suis plus en danger. CDI, je m'achète une maison, crédit, je suis peinard, je fais mon objectif. Et au même moment, il y a enfin une entreprise qui accepte de me prendre en alternance. Mais eux, alternance, 700 € par mois. À ces discounts, je suis à 1600, 1800 à l'époque, en 20 ans, c'est pas trop mal. Donc je me dis, qu'est-ce que je fais? Je prends la sécurité, j'achète ma maison dans 6 mois, je suis trop fier de moi. Et si on reprend ma définition du bonheur, est-ce que ces discounts, ça me rend heureux? Ça me casse le dos, pas de santé, pas de liberté. Par contre, j'ai un peu, voilà, je peux faire ma famille, je peux faire ce qu'il faut, et je n'aurai pas le nécessaire. Donc je décide de prendre le risque de repartir à zéro, de repartir directement en alternance. Donc là, une fois de plus, j'ai pris la décision, en évaluant mon risque, de faire un pas en arrière pour aller là où je voulais aller. Parce que j'ai pris le temps d'analyser le danger et le risque. Je commence dans cette entreprise, et là, j'ai pu développer une des valeurs principales que tous les entrepreneurs doivent avoir, je pense, selon moi, c'est la remise en question. Ça paraît un peu, c'est des phrases bateau, on dit toujours dans nos discussions quand
quand on s'embrouille avec nos conjoints, nos parents, et remettons en question. Se remettre en question, c'est pas juste se dire qu'est-ce que j'aurais fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. Se remettre en question, en fait, vraiment, pour permettre de progresser, c'est de toujours mettre ce qui s'est mal passé sur notre responsabilité. Tout à l'heure, je discutais avec Florian. Là, aujourd'hui, on est une petite trentaine. Je me dis pas, ah, c'est le M, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire pour qu'on soit plus nombreux? S'il y avait eu Barack Obama ce soir, je pense que la salle serait pleine et il y en aurait même encore dans le couloir. Et pourtant, on est toujours au même endroit avec les mêmes personnes. Ce qui change, c'est moi. Peut-être que si je fais les choses différemment, ou que je fais les choses d'une meilleure façon, la prochaine fois, il y aura plus de monde. En fait, il faut toujours, à chaque fois qu'on fait quelque chose, à chaque fois que ça ne se passe pas comme prévu, c'est jamais les autres. C'est jamais parce qu'il y a eu le Covid, c'est jamais parce que le train est arrivé en retard, c'est toujours moi le responsable. Et de cette façon-là, ça nous permet d'avoir un périmètre d'action sur ce que l'on peut maîtriser. Le train qui arrive en retard, on ne pourra jamais le maîtriser. Le Covid qui arrive, on ne pourra jamais le maîtriser. Moi, dans mon entreprise, c'est toujours ma faute. Je me dis toujours, quand on fait pas assez de CA, quand les produits ne conviennent pas, quand, je ne sais pas, quelque chose qui est pénible se passe mal, je me dis, Damien, qu'est-ce que tu aurais pu modifier pour que ça se passe bien? Et c'est ça qui nous permet de progresser à chaque fois. Et c'est ça qui fait que dans 6 mois, quand va arriver la nouvelle contrainte, le nouveau Covid ou le carburant qui va se retrouver à 4 €, c'est pas grave. On a l'habitude, on a les armes, on fait le nécessaire, on va trouver des solutions. Alors que si je me dis toujours, oui, c'est la faute d'eux, ben quand il y a le Covid et qu'il y a une bonne raison, ben mon entreprise ferme, et après je suis là, oh putain, fais chier, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, c'est des excuses. Là où je voulais en venir, c'est que une des principales qualités, c'est la remise en question, pour tout. Et ça, après, vous pouvez l'appliquer après, au-delà du travail, dans votre vie perso, dans votre travail, dans les cours, dans tout. La deuxième, à égalité, la deuxième compétence à avoir, c'est le dépassement de soi. Le dépassement de soi, c'est pas faire beaucoup quand on est capable de beaucoup. Le dépassement de soi, comme le nom l'indique, c'est faire plus que ce que l'on en est capable. C'est-à-dire qu'il y a des personnes ici qui ont des capacités de travail, par exemple de révision, ils vont savoir réviser 10 heures d'affilée pour apprendre le cours. Une fois qu'il a révisé 10 heures d'affilée, il ne s'est pas dépassé. Il a juste fait ce qu'il savait faire. Même si personne ne sait le faire ici, le mec qui a bossé 10 heures, c'est juste ok, t'as fait ce que tu sais faire, mec. Par contre, une fois que t'es fatigué, que t'en as marre, et que t'as toutes les raisons d'arrêter, tu ne t'écoutes pas, tu te disciplines, et tu fais un de plus. Tu te dis, allez, je fais juste 1 heure de plus. Et en fait, ce 1 de plus, moi, personnellement, dans ma vie, ça m'a aidé énormément. Juste le 1 de plus. Pas, allez, aujourd'hui je bosse 10 heures. J'ai pas envie, je fais juste 1 heure de taf. C'est tout. Pour donner un exemple concret, quand j'ai commencé mon alternance, quand j'ai repris mon commerce, en tant que commercial, je faisais du porte-à-porte. Ça, c'est pénible. Hein. Porte-à-porte, il fait froid, il pleut, t'es dehors, les gens ils sont là, non, casse-toi, je veux pas de tes fenêtres. Je devais prendre des rendez-vous. Donc, je tape aux portes. Il est arrivé 18h, 19h, il fait froid, j'en ai marre, je veux rentrer, mais j'ai pas mon rendez-vous. Et j'en ai marre. Et mon cerveau, il me dit, c'est bon Damien, t'as bien bossé, il fait nuit, rentre, c'est fini là pour aujourd'hui. J'avais tellement envie d'y arriver, j'avais tellement envie de rattraper mon retard, de rattraper mes 2 bacs échoués, que je me disais tout le temps, bon allez, juste une porte de plus. Je tape juste une de plus, après je rentre. Donc je tapais la suivante. Évidemment, je n'avais pas de rendez-vous. Et je me disais, bon allez, juste une de plus. Et en fait, ça, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, c'est un cheat code pour notre cerveau,
qui va lui faire croire que tu lui fais qu'une seule fois à chaque fois. Et ton cerveau, il va vraiment croire que tu vas faire qu'une seule fois à chaque fois. Vraiment, il va se dire, ah, ok, juste une fois, ok, on le fait. 10 fois, c'est mort. Mais une fois de plus, une fois de plus, une fois de plus, et au final, tu en fais 30 de plus. Et c'est ça vraiment qui va te permettre de te différencier de toutes les autres personnes qui vont faire un business comme le tien. C'est vraiment hyper important de faire plus grâce au dépassement de soi, grâce au plus 1, et de faire mieux grâce à la remise en question. Quand je prenais pas le rendez-vous, c'est pas « Ah, il fait froid, lui, il n'a pas voulu, il est méchant ». C'est moi qui n'ai pas réussi à faire le nécessaire pour lui donner envie de prendre le rendez-vous. Et c'est vraiment comme ça que j'ai progressé. Et que j'ai appliqué ça sur toutes les affaires que j'ai eues, qui m'ont permis à chaque fois d'en vivre et aujourd'hui d'avoir mis maté. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Je vais être concret. Ici, dans la salle, est-ce que ceux qui ont déjà eu une idée de business, juste une idée, vous pouvez lever la main? Ok, vous gardez la main levée. Ceux qui ont un numéro de tiré, donc une identité, qui sont enregistrés au nom de l'État, vous pouvez vous lever. Ok. C'est normal. Merci. C'est normal. On a tous souvent des idées, mais c'est la mise en place qui est compliquée. Et l'écart qu'il y a entre ceux qui ont levé la main et ceux qui sont debout, c'est ok. Hein. C'est pas Maxime qui est énorme, ou parmi vous, il y aura probablement un qui va monter une affaire et qui va tous nous brûler. Néanmoins, souvent cet écart il se justifie par deux choses. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas encore enregistré? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas encore en train de gagner de l'argent? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas encore en train de vivre de votre idée? C'est jamais une mauvaise idée. Hein. Ça, c'est vraiment des trucs. On connaît tous le milliardaire Jeff Bezos. Il n'a pas eu l'idée de l'année. Le mec, il vend des livres. C'est pas le premier mec de la planète qui a vendu des livres. C'est tout. C'est juste la mise en place. La mise en place, ça passe par quoi? C'est le temps ou l'argent. Ça, ce sont des réelles contraintes que l'on peut avoir, qui peuvent nous freiner dans l'avancement de notre projet. L'argent, c'est vrai que si vous avez un projet qui va vous demander un gros investissement financier, là, ça peut être une contrainte, c'est vrai. Ça, c'est moi, mon périmètre d'action, ça a toujours été de démarrer des affaires à moins de 1000 euros. 1000 euros, vous les avez tous. Hein. Et si vous ne les avez pas, vous faites un mois en intérim, vous les avez. Sur un an, vous les avez, 1000 euros. Donc l'argent, c'est un faux problème. C'est juste une fois mettre l'argent. Au pire, la probabilité de les perdre, c'est vous qui allez la déterminer en fonction de votre travail. Mais la gravité, 1000 euros, c'est rien. Après, ce qui est plus réel, c'est le temps. Généralement, on ne démarre pas sa société parce qu'on n'est pas prêt, parce que c'est pas comme je veux, le site il n'est pas encore parfait, le Insta il n'est pas beau, il me manque du temps. Parce que vous êtes étudiant, vous avez vos cours, vous avez vos partiels à réussir, ça c'est la priorité, mais il vous reste toujours du temps. Pour ça, il faut que vous arriviez à baisser dans votre imaginaire le niveau où vous voulez lancer votre entreprise. Dans votre tête, ceux qui ont les idées, vous dites ok, moi le jour où il y a ça qui est prêt, je me lance. Pour faire un exemple, une entreprise, pour faire une métaphore, c'est comme une maison. Il ne faut pas attendre que tout soit parfait. Du moment que vous avez les 4 murs, le toit, il faut rentrer dedans et ouvrir. Même si c'est pas prêt, même si c'est pas beau, même si l'offre n'est pas parfaite, c'est pas grave. Il faut y aller, il faut commercialiser. Direct. Peu importe que ce soit pas encore nickel, peu importe que ce soit pas parfait, c'est pas grave. Ça va vous forcer à progresser. Et une fois que votre projet est en ligne, ou qu'il est commercialisable, vous allez forcément de temps en temps, une fois tous les 2 mois, un prospect ou un client qui va arriver et qui va vous dire « Oh putain, c'est pas mal ». Et ça va vous remotiver, ça va vous redonner l'énergie de le faire. Et même à 20h quand vous allez rentrer ce soir, si là sur votre téléphone il y a un gars qui vous a dit « Oh, est-ce que tu peux me faire ça s'il te plaît ?»
t'inquiète pas, tu vas pas dormir direct, hein. Tu vas d'abord lui répondre. Parce que comme tu n'as pas encore 283 clients d'avance, tu prendras le temps. Mais tout ça, c'est parce que tu as accepté de baisser le niveau de démarrage de ton entreprise. Et après, tu steps. Après, tu steps. Avec l'argent que tu as gagné, tu le réinvestis et tu progresses. Ensuite, il y a un dernier point. Il y a un dernier point qui nous freine souvent, notamment moi, qui m'a eu freiné. C'est le regard. Le regard et le jugement des autres. On peut dire, ouais, je m'en fous et tout, c'est pas vrai. On est des humains, on est tous soumis au jugement des autres et ça nous impacte tous. Plus ou moins au degré, mais on est tous impactés par le jugement des autres. Et quand on lance une affaire, on y met toutes nos tripes, tous nos boyaux, on y met tout. Et des fois, on a des idées qui sont différentes. Et il y a toujours un gars pas sympa pour dire, ouais, c'est pas terrible, c'est de la merde. Mais lui, en tout cas, il propose rien. C'est hyper simple pour lutter contre ça. Faut pas se dire, ouais, je passe au-dessus, parce que des fois, c'est difficile. C'est hyper dur de passer au-dessus de quelque chose comme ça. Ce que vous faites, vous créez toute une identité pour votre entreprise, sans jamais apparaître. Je vais vous dire un truc, c'est pas une confidence, hein. Mimaté, ma société, Mimaté, je l'ai depuis 2019. Et c'est seulement hier que pour la première fois, mon visage a apparu sur les réseaux sociaux de mon entreprise. Parce que j'ai fait le truc avec la conférence avec Startem. Et les gars qui bossent avec moi l'ont repartagé avant que je leur dise de ne pas le faire. Et ça fait 4 ans, mais c'est une affaire qui tourne. Hein. Mais jusqu'à présent, je n'apparaissais jamais sur mes réseaux sociaux. Comme ça, si au début ça se casse la gueule ou que ça ne fonctionne pas, personne ne sait que c'est moi, personne ne sait que j'ai loupé, à part moi-même, et je peux en faire une autre. Par contre, si ça fonctionne, là je peux dire que c'est moi. Donc les trois freins là, qui vous empêchent aujourd'hui de démarrer votre entreprise, le temps, l'argent et le jugement des autres, aujourd'hui c'est plus des freins. Le jugement, vous vous cachez. Le temps, il suffit juste de faire plus, de vous dépasser. Ce soir, ne faites pas le site si vous n'avez pas de site. Je vous donne un exemple. Faire un site internet, c'est long. Vous ne dites pas ce soir, je vais faire le site de mon entreprise. Mais ce soir, la première étape, juste la première étape, vous vous enregistrez. Vous enregistrez votre entreprise en tant que société. Ça, c'est la première étape. C'est gratuit. Ça prend 1 heure. Et vous êtes en entreprise. Et après, c'est bon, le deal. Le deal, il est fait avec votre cerveau. Le plus 1, il est fait. On n'en fait pas plus. On n'en fait pas plus. Une fois que vous avez fait ça, vous faites un mail. Et après, vous faites un Insta. Juste ça. Mais juste, pas plus. Et c'est brique par brique. Et une fois que vous avez fait le Insta, vous cherchez un nom de domaine. Vous faites juste une page d'accueil pour le site. Et ainsi de suite. Et en fait, le fait, jour après jour, de mettre une toute petite brique, mécaniquement, votre cerveau, ça va le remercier et il va se dire encore. Il va lui dire encore. Il va lui dire, vas-y, encore. J'ai adoré recevoir le papier comme quoi mon entreprise est vraiment officielle. Et ça, votre cerveau, mécaniquement, il va vous dire, vas-y, refais encore, fais encore. Et c'est ça qui va vous permettre de passer de idée à quelque chose de concret. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir écouté. Je suis très content d'avoir été invité. Je suis très content du temps que vous m'avez accordé. Si j'ai pu aider juste une personne, si ce soir, il y en a un qui se connecte et qui crée sa société, si ce soir, il y en a un qui crée un mail, pour moi, là, le retour Bordeaux, il est bon. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, si vous avez des questions à poser à Damien sur n'importe quoi, ce qu'il a dit, ou même sur des questions personnelles, de vos idées ou quoi, vous pouvez lui poser, il est là pour vous répondre et nous, on fera la jonction entre lui et vous pour le micro. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions parce qu'il est là pour ça aussi, pour vous aider sur n'importe quel thème. Il y a quelqu'un qui a une question? Non, t'inquiète, je peux parler comme ça. Tu m'entends bien comme ça? Ouais, j'entends. Bon, non, c'était pour savoir, vous,
votre société, du coup, c'est quel secteur? C'est le... Tertiaire, je vends du maté. Vous, je crois que vous êtes plutôt des sportifs. C'est des feuilles d'arbre qui poussent en Amérique du Sud et qui se boivent pour les bienfaits. Ça donne de l'énergie, ça réduit l'appétit et ça aide à la concentration. Ouais, c'est pas mal. C'est mieux que le Red Bull. C'est pour ça que tout à l'heure, par rapport au Red Bull, ça donne plus d'énergie, il y a moins de sucre. C'est pas plus cher. Non, c'est pas plus cher, par contre, c'est moins sucré, donc c'est moins bon. Si tu bois que pour les effets, c'est hyper bien par contre. C'est hyper bien. Et justement, notre cible, c'est beaucoup les jeunes. Parce que tu fais du sport, tu prends ça 1 heure dans le sport, et là, tu performes après. Et même pour les cours, vous êtes étudiant, parfois, fait une journée, t'es crevé, ça aide à te reconcentrer. Excusez-moi, juste, est-ce que ça coupe la faim? Ça peut couper la faim? Ouais, ça réduit l'appétit. Parce qu'en fait, tu bois beaucoup d'eau, donc ça réduit l'appétit. Volontairement, j'ai pas étalé ce genre de détails pendant la discussion, c'était plus axé sur comment on en est arrivé là. C'est pour ça que je vais pas, voilà, qu'est-ce que c'est le raté? Google, sur mon site, on fait exprès de tout expliquer, après on vous traque, on vous fait des pubs sur Instagram et vous finissez sur notre site et vous passez une commande. Ouais, une question par rapport à votre parcours. Est-ce qu'à un moment, vous avez pensé à abandonner et si oui, à quelle étape? La première entreprise que j'ai faite, c'était dans le textile. J'ai eu une ascension positive. Mon chiffre d'affaires n'avait jamais de descente. Première société que je fais. Alors, je ne parle pas du truc des PSP. Donc là, c'était abusé. Donc là, forcément, tu ne penses pas à abandonner. J'ai eu une deuxième où c'était difficile, mais comme je sortais d'un succès, je ne pouvais absolument, je n'envisageais pas à arrêter. Je savais, j'avais une formule qui fonctionnait moins bien, mais ça fonctionnait. En revanche, le matin, c'est la première fois c'est la première société qui m'a fait osciller, qui a fait osciller mon mental. Deux fois, j'ai eu des moments où j'ai failli lâcher. Putain. J'ai même passé un entretien chez Darty. Et je vous dis, non mais, quand ça fait 5 ans, 6 ans que tu es à ton compte, que tu fais des affaires, que tu adores ça, que pour toi, mettre la tenue de quelqu'un d'autre pour aller au travail, c'est une torture. Déjà, tu as un gros travail mental avant d'aller sur une guide. En fait, je ne voulais pas lâcher l'affaire, je voulais le faire en contrepartie. Donc, j'ai même passé un entretien là-bas. Ça prouve la remise en question, la capacité de remise en question. C'est pas, jamais je ferai ça, c'est pas grave, c'est une étape, je le fais. Donc, oui, le mi-maté, à un moment donné, j'étais sur une formule où c'était très difficile. Je gagnais très peu d'argent à ce moment-là. J'ai la chance, on ne va pas dire appeler ça la chance, j'ai eu par le passé une affaire qui avait tourné, donc j'ai de l'avance. J'avais un peu d'avance, donc je pouvais me permettre de ne pas gagner trop d'argent. Mais à un moment donné, quand ça fait longtemps que tu mets de l'énergie, du temps, que tu te remets en question, que tu fais ton +1, que tu fais tout ce qu'il faut, et que ça ne prend pas, ou pas comme tu aimerais, c'est compliqué. Mais j'ai confiance en moi, et j'ai continué le +1. J'ai continué à faire un de plus. J'ai continué à me remettre en question. Et c'est beaucoup ça, en fait, sur Mimaté qui a eu le lien. Jusqu'au moment où j'ai trouvé la solution. Plus concrètement, le site, ça tourne. Le site, c'est OK. C'était sur les marchés. Pendant le Covid, j'ai pris une table de tréteau, j'ai pris mes produits, je suis allé sur un marché, j'ai commencé à vendre. Donc ça marche. Moi, tout seul, je sais vendre, ça fonctionne. Mais c'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux pas être là tous les jours, aller au marché et vendre mes produits. Ce que je veux faire, c'est mettre des gens et que ça fonctionne. Et là, j'y arrivais pas.
Et je me remettais en question. Et la solution, ça a été que je monte drastiquement le prix de mes produits. Donc maintenant, c'est cher. Que je monte drastiquement le prix de mes produits. J'ai dégagé plus de marge. J'ai pu embaucher de meilleures personnes. Et maintenant, je suis sur des points de vente rentables à chaque fois. Et maintenant, j'ai plus qu'à multiplier. Et grâce à ça, j'ai fait de très belles fins d'année et j'ai ouvert une boutique en physique. La première boutique de matin en France, notamment. Vous ne connaissez même pas, et pourtant, moi, j'ai créé la première boutique. Et ça va être viable. Et pour ça, voilà, j'ai changé toute ma stratégie. J'ai remis en question. Je ne me disais pas, les gens ne sont pas là. Je ne me disais pas, les vendeurs ne sont pas là. Je ne me disais pas, les vendeurs que j'ai sont nuls. C'est moi qui recrutais les mauvais vendeurs. Et pour avoir les bons vendeurs, il fallait que je les paye cher. Et pour les payer cher, il fallait que j'augmente la marge. Et pour augmenter la marge, il fallait que la valeur perçue soit plus haute. Il fallait faire accepter aux gens de payer le double pour mes produits. Donc certes, j'ai oscillé, mais la remise en question m'a fait tenir. T'as eu l'idée comment de Limaté? Pardon? Comment t'as eu l'idée de Limaté? Mon père est argentin, et donc je buvais du maté déjà. Je buvais déjà du maté quand je travaillais. Et en même temps, mes autres sites, mes premières entreprises, je me suis dit, je vais essayer de faire un petit site, c'était pas compliqué. À cette époque-là, je savais le faire assez vite. Donc je me suis dit, allez, vas-y, je vais faire ma calebasse, le maté que je bois, je vais le mettre dans le site et on va voir ce que ça donne. Et ça a fonctionné un peu plus que prévu. Donc c'est pour ça que là, après, je me suis consacré que au site internet et après, j'ai développé en physique. Mais c'est vraiment le physique qui a été un point de bascule pour la société. Qui nous a permis de recruter, de prendre la boutique, de multiplier les points de vente, avoir plus de monde. Et voilà. Ce que tu appelles le physique, c'est les points de vente? Physique, ouais, c'est ça. J'ai une question, excusez-moi. Je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à créer un deuxième business alors que le premier fonctionnait bien? Et je m'attendais. Le premier, en fait, il a tellement bien fonctionné que je ne me suis jamais occupé de faire convenablement le traitement des commandes, les SAV, les impôts. Eux, ils se sont retrouvés pour retrouver. Donc ça a été. Donc il a fallu que je ferme la société. Et la société était pourrie. La clientèle était horrible. Les SAV très nombreux. En fait, tous les mois, je faisais x2. Donc 2, 4, 8, 16, 32. Et ça monte tellement vite que j'avais pas les épaules pour assumer tout ce qui venait en suivant. Donc après, sûrement, il y avait mon nom sur Internet de la mauvaise façon, en disant que j'étais un arnaqueur, ce genre de choses. Alors que je faisais tout, mais forcément, les gens qui ne reçoivent pas ne sont pas contents. J'ai tout traité, j'ai tout supprimé, j'ai tout mis à plat, et je suis reparti à zéro. Et même là, entre ces deux choses-là, j'ai repris un travail aussi, et ça aussi, c'était pas facile, de retravailler pour quelqu'un. Ça a été très difficile, à ce moment-là. Moi, ma question est de savoir si la chaîne de distribution, est-ce que le maté il est cultivé ici ou bien vous l'importez? Importé. Le maté ne pousse pas en France. Il faut que les conditions nécessaires à la récolte, c'est qu'en Argentine. En Argentine ou au Brésil. Nord de l'Argentine, sud du Brésil, précisément. Donc je fais tout venir en bateau, par tonne. Et on le reconditionne dans un ESAT. C'est des personnes handicapées qui font le commande. En situation de handicap, pour le terme exact. Mais la production se fait ici en France? La récolte en Argentine. Le conditionnement, tout ici. Le conditionnement, les recettes, le packaging, tout est ici, à Bordeaux. Vous n'avez pas donné le nom de votre société? Mi-maté. Et c'est quoi la concurrence sur le marché? Il n'y en a pas. On n'a pas. Si, si. Si, il y en a. Il y a. Je réponds, monsieur. La concurrence, il y a 2 gros autres sites qui sont plus gros que les nôtres. Et en physique, je pense qu'il n'y a que nous. S'il y en a d'autres, je ne les connais pas. S'il y en a d'autres, je ne les connais pas. Donc,
si vous tapez Mimaté ou il y a. Red Bull, c'est pas un concurrent? Même si tu fais de la boisson énergétique, Non. enfin, tu fais pas de la boisson énergisante, mais c'est parce que tu fais des canettes et tout, et tu te rapproches de leur Je fais pas de canette. Ah ouais? Non, je fais pas de canette encore. Par contre, Mais t'as pas ce projet de si, Ah, si, voilà, on a le projet des canettes. Donc, Red Bull, c'est pas vraiment un concurrent, c'est plutôt nous qui avons essayé de prendre du marché. oui. Mais ouais, on sera prêt à être concurrent avec Red Bull. Énergisant. Et nous, voilà, on est sur des boissons complètement saines, bonnes pour la santé, sans calories, avec une traçabilité parfaite, où tu sais exactement d'où viennent tous les produits. Alors que dans le Red Bull, tu vas pas forcément voir qu'il y a 15 sucres à l'intérieur. C'est pas vendeur. Il y avait une question. De mon ancienne entreprise Mimaté. M-I-M-A-T-E. Sur Insta, Facebook, Snapchat, Twitter, YouTube, TikTok, on a tout. J'ai une question plus axée sur votre temps libre. Sur moi? Personnel sur votre temps libre. Ouais. Sur les réseaux sociaux, un peu partout, on promue un peu la seule culture. Je sais pas ce que c'est. Là, La hustle culture. Le fait de travailler tout le temps, de compter ses heures au travail, de s'acharner à fond et laisser sa santé. Et est-ce que pour vous c'est super important d'être productif chaque jour de la journée et de ne pas de se dire ah je ne vais pas travailler aujourd'hui, c'est une journée gâchée pour moi, il faut toujours que je compte sur l'entreprise. C'est quoi votre point de vue là-dessus? comment tu appelles le concept? La hustle culture. Hustle culture. J'irai pas jusqu'à diaboliser le jour où tu travailles pas. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, si mon affaire elle tourne, mais que j'ai une femme et un enfant, mais que je vois plus mon fils et ma femme, je peux plus bosser. Je suis pas heureux. Si je suis tout seul sur mon bateau, ça sert à rien. Donc il y a des jours où je ne travaille pas et je prends du temps pour eux. Et c'est ça, c'est l'équilibre en fait. Donc il ne faut pas culpabiliser les jours où tu ne travailles pas, où tu n'es pas productif. Par contre, les moments où tu travailles, il faut être très très bon. Si tu ne veux pas être obligé de travailler 15 heures par semaine, 15 heures par jour. J'ai eu fait ça, 15 heures par jour, ma première affaire. Justement, je n'avais pas d'enfant encore. Mais voilà, ma vie perso, du coup, c'était un peu compliqué. Mais j'étais pas heureux. Et pourtant, c'est l'affaire où j'ai bien bossé et j'étais pas vraiment heureux. J'étais tous les jours chez moi, sur mon bureau, je voyais personne, je parlais à personne, j'avais aucune conversation. Mais ça rentrait et je pensais que c'était cool. Mais je le referai pas aujourd'hui. Je le ferai que pour l'expérience gagnée et pas pour le matériel, pas du tout. Pas du tout. Par contre, il faut quand même une grosse force de travail. Tant que tu ne vis pas de ton affaire, il faut une grosse capacité de travail. Vraiment, faut pas. Tu parles des réseaux sociaux. Moi, mon compte Insta, moi perso, j'ai des lettres. J'ai pas de. Je l'ai installé pour vous. Mais je l'ai enlevé. Mais quand on regarde un petit peu tout le temps le truc des réseaux sociaux, les gens qui entreprennent, la vie, elle est incroyable. Ils ont une vie de ouf. Ils sont tout le temps comme ça. Je me permets, hein. Ils sont tout le temps comme ça. Ils font 15 000 par mois. Et ils bossent jamais. Putain, mais c'est quoi ton affaire? Mais je vais faire pareil. Et ça, c'est, je trouve, hyper malhonnête. Parce que ça incite des gens à se lancer. Donc ça, c'est cool. Et du coup, quand tu arrives et que tu as fait ton affaire et que ton site est prêt, et que tout le monde s'en branle de ton business, t'es là, ouais, en fait, c'est chaud. C'est pas si facile que ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui jouent sur l'envie, leur lifestyle, à dire je suis passé de 0 € à millionnaire en 3 semaines, en 1 mois, en 2 ans. Et honnêtement, j'entreprends depuis bientôt 10 ans, j'en connais, je sais, je connais les personnes qui gagnent vraiment de l'argent, qui sont vraiment des entrepreneurs. Il n'y en a jamais un, ou alors je ne les ai pas rencontrés, qui m'a dit tranquille, j'ai tout fait facile. Tous ces disent qu'ils se sont arrachés. Il ne faut pas que ça fasse peur, parce que honnêtement, quand on s'arrache dans ce qu'on fait, on ne travaille pas dans sa tête.
Moi, j'ai jamais l'impression de travailler. Le dimanche soir, c'est quasiment mon moment préféré. Je sais que le lundi, je repars au bureau, que je vois tout le monde, que je vais faire ce que j'aime. Mais vraiment, j'ai jamais l'impression de travailler. J'ai jamais l'impression de travailler, je vais me prendre des vacances. Cet hiver, ça faisait 6 ans que je n'en avais pas pris. Mais quand on ne travaille pas, on n'a pas besoin de vacances. Vous voyez un peu le... Alors en réalité, je suis vraiment à me lever le matin à 5h, je vais vendredi comme ça. Hein. Je suis vraiment en train de travailler. Mais j'ai pas l'impression. Ça, c'est vraiment important de faire quelque chose qui nous plaise vraiment, vraiment, vraiment. Donc, dédiaboliser un peu le fait de ne pas travailler 70 heures par semaine, mais pas exagérer. Toujours regarder ces 3 pôles hyper importants pour être heureux. C'est long et complet, mais j'ai beaucoup à dire. Quand est-ce que vous avez su que vous deviez commencer à recruter des personnes, puisque vous n'aviez pas forcément toutes les qualités pour gérer les secteurs? J'ai absolument pas les qualités pour gérer tous les secteurs. Je recrute toujours des étudiants ou des gens plus diplômés que moi, je pense pas compliqué, mais qui savent faire mieux que moi. J'ai su qu'il fallait que je recrute à partir de ma deuxième affaire, c'est en multipliant les personnes dans ton entreprise que tu vas développer ton entreprise. Tu regardes tous les mecs qui font vraiment qui ont des business qui tournent, ils sont jamais tout seuls. Quand tu es tout seul, tu as 24 heures dans la journée. Une fois que tu as fait tes 24, si tu bosses tous les jours 24 heures sur 24, tu peux plus multiplier. Alors que moi, par exemple, je prends 8 heures de quelqu'un, je le mets sur un marché en physique. Je prends 8 heures de quelqu'un d'autre, et 8 heures de quelqu'un d'autre. Et ça se multiplie à l'infini. Tant que j'ai pas recruté la planète. Tu peux multiplier. Donc en fait, j'ai su que je devais recruter dès que j'ai voulu augmenter le sien, dès que j'ai voulu augmenter mon entreprise. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, là je recrute. Et ça va m'aider. Après, voilà, il y a le plus concret, il faut qu'en fait la personne que tu recrutes, elle couvre son propre salaire. Si tu es tout seul dans ton affaire, que tu recrutes un community, peut-être pas un community manager, une secrétaire ou un secrétaire, lui, il ne génère pas de chiffre. Il va te dégager du temps, mais il ne génère pas de chiffre. Ça va être compliqué. Par contre, si tu recrutes un ambassadeur que tu payes 200 € par mois, mais qui t'en génère 1000, là, c'est gagnant. Et c'est ça qu'il faut essayer de trouver. Et dès que tu as trouvé ça, ok, c'est bon, tu trouves un deuxième ambassadeur, et un troisième, et ainsi de suite. J'essaie de te donner un exemple concret, donc forcément, ça limite certains projets, mais ça peut te parler plus précisément en tête que de faire des grandes phrases toutes faites. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus comment vous avez trouvé votre premier client et comment vous avez signé votre premier contrat? Ouais, tu t'en rappelles tout le temps. À chaque fois, le premier, tu te rappelles. Ma première affaire, c'était sur Internet. Donc, je ne l'ai pas vraiment trouvé, c'est lui qui m'a trouvé. J'avais fait un site dégueulasse. Je l'avais partagé sur les réseaux. Et tu as 6 personnes sur ton site Internet. 6 personnes au virtuel. Ton frère, ta femme et 2 potes. Personne. Moi, c'était donc du Internet, donc en fait, voilà, il fallait que je travaille. Mon but, c'était d'amener des gens sur le site. Et bon, le mec a commandé. Je comprends même pas pourquoi. Là, c'est un peu du hasard. Toi, tu me parles comment tu as trouvé ton premier client, comment tu as signé ton premier contrat. Tu es peut-être dans ça. C'est la prospection. La prospection, c'est la visibilité et c'est tous les jours, un petit peu. Tous les jours, pas beaucoup, hein. Pas aujourd'hui, je prospecte 70 personnes. Tous les jours, un seul. Juste un, le deal. Tous les soirs, un seul. Là, t'es un peu fatigué, t'es fatigué de ta journée de cours et tout, c'est normal. Mais juste appeler un gars, c'est pas fatigant. Hein. Ça dure 3 minutes. Juste un. Tous les jours. Et tu vas l'avoir. Et en essayant de t'améliorer. Donc, voilà comment on trouve, je pense, ses premiers clients. Là, nous, on est en train de faire du pro. Avec Mimaté, on vend à des professionnels. Donc là, c'est pas du tout du Internet, c'est la même chose. On appelle. Au début, j'appelais tout seul, tu vois. Je savais pas faire. J'appelle, je me disais non, ça va pas, ça va pas. Je me faisais raccrocher au nez, je prospectais mal le professionnel. J'ai appris, tu vois. Je dis ok, je corrige. C'est jamais sa faute. C'est toujours moi. Tu vois, je me disais pas, il n'a pas d'argent. Je me disais ok, c'est moi qui n'arrive pas à trouver le mec qui a de l'argent. Je vois un peu
C'est jamais la faute de l'autre. Tant que tu remets sur l'autre, tu progresseras, mais tout doucement. Dès que tu mets tout sur toi, tu vas step hyper vite. Même si c'est dur au niveau de l'ego, de toujours se dire que c'est ma faute. Oui, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi votre point de vue sur les écoles de commerce? C'est génial. J'en ai jamais fait. Alors, du coup, je sais pas comment c'est à l'intérieur. Hein. C'est dur. Très dur. Ah non, mais j'ai même pas réussi le lycée, donc j'imagine que je peux pas réussir les écoles. Mais je trouve que c'est génial. Tout à l'heure, je discutais avec Nicolas qui me disait que vous avez des cours d'entrepreneuriat. Et donc, j'ai demandé c'est quoi le ressenti des élèves. Cours d'entrepreneuriat, c'est souvent des papiers, de la paperasse, de l'administratif. Donc, en gros, j'ai compris que c'était pas terrible. Mais même un cours administratif, tu as 1 heure par jour ou 1 heure par semaine dédiée à ça. Génial, franchement génial. Tu as un temps dédié à ça. Et en plus, tu n'es même pas obligé de faire que ça. Tu vois, au pire, ton administratif, tu le fais vite fait, et après, tu bosses sur tes trucs d'entrepreneur à côté, tu vois. Donc, je trouve que c'est bien que vous ayez des écoles de commerce, et en plus, vous avez des contacts, vous avez vous créez des assos avec des structures. C'est vraiment c'est un outil incroyable. Beaucoup plus que l'outil Oxygène, l'outil rien. Vraiment, et j'aurais adoré faire ça. Et j'adore prendre, moi, des stagiaires qui sont à Cage, ou même pas forcément celles-là, qui viennent avec leurs idées. Et même moi, en tant qu'employeur, quand j'ai des CV de personnes qui ont fait des écoles de commerce, je ne suis pas forcément regardant parce qu'il a fait telle ou telle école, mais le profil, vous êtes souvent des adultes plutôt que des enfants. Alors que quand c'est la fac, c'est un peu plus... Vous êtes plus autonome, je trouve. En général, je sais pas vous, hein, mais en général, les candidats que j'ai qui ont fait des écoles de commerce sont un peu plus autonomes, ils ont plus d'idées, ils sont plus entreprenants. Et dans une société comme la mienne, c'est ce que je réclame. On me dit, ok, on va faire ça, on va faire ça. Donc, j'ai un avis extérieur hyper positif sur les écoles de commerce. Oui. Vous venez de parler de profil. En tant qu'employeur, quels sont les critères? Qu'est-ce que vous regardez quand vous prenez le profil de quelqu'un? Je suis qu'un seul employeur, donc je ne peux pas te dire comment font les autres. Je suis que un. Moi, je recrute beaucoup de commerciaux. Vous avez compris, c'est ce qui fonctionne chez moi. J'appelle. Je te dis, j'ai pas de. Je regarde le CV, je regarde les expériences professionnelles, beaucoup. Je regarde les expériences professionnelles. S'il y a autre chose que des stages, je suis direct. Hein. S'il n'y a que des stages, c'est pas éliminatoire, mais j'aime bien s'il y a marqué à travailler chez McDo pendant 1 an, tu vois, ou même à travailler chez McDo pendant 2 mois. J'aime bien quand il y a un métier où ils ont été payés, parce que du coup il y a une exigence derrière. Après c'est pas un frais, mais j'aime bien. Voilà, moi je regarde beaucoup l'expérience pro. Après comme je dis, j'ai pas un parcours de diplôme, donc je suis pas hyper attaché à ça. Par contre, quand je cherche une compétence que j'ai pas, je regarde le diplôme. Là, je regarde le diplôme. Notamment sur tout ce qui va être le développement, sur tout ce qui va être le développement du site. Je sais le faire, mais je veux que quelqu'un qui sache faire mieux que moi. Donc là, je vais regarder le diplôme et je vais regarder où est-ce qu'il a travaillé et ce qu'il a fait. Voilà, c'est surtout ça que je regarde. Les expériences pro, et après, bon, la personnalité aussi, très importante dans notre société. En fait, je veux parler parce que je peux un peu me catégoriser comme entrepreneur. J'ai lancé mon business en moi au Cameroun, mais je l'ai lancé quand je venais juste d'arriver. Du coup, je me retrouve dans une situation assez compliquée entre gérer à la fois l'école, l'intégration et l'entreprise. Ce qui fait qu'à un certain moment, je me retrouve un peu perdu. Et je suis dans une situation où, malheureusement, si je ne réagis pas, je risque d'être dans l'incapacité de refaire une autre production ici pour la deuxième vague. Ouais. Du coup, je ne sais pas comment faire parce qu'à la fois, lorsque je veux commencer par exemple à me focaliser sur l'entreprise, il y a une avalanche d'informations qui vient par rapport à l'école, c'est un casse-tête. Et après, il faut aussi gérer une université parce qu'il faut travailler à côté des études pour s'en sortir, etc. Si tu avais 2 jours, si
si ta journée, une journée faisait 48 heures, tu pourrais le faire? Honnêtement, Si tu avais plus de temps. plus de temps, je sais pas. C'est-à-dire que ce soir-là, tout s'arrête. Nous, on reste figé comme ça. On n'a plus d'informations, mais tu as 24 heures gratos pour toi. Que toi. Mhm. Ça irait mieux. Oui, ça irait mieux, mais c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Par contre, c'est pas possible. Donc en fait, ce qui te manque, c'est le temps. Oui, c'est le temps. Le temps, c'est le truc le plus précieux. C'est des belles phrases, hein, mais c'est le seul truc sur lequel on est tous à égalité. On ne peut rien faire contre ça. Ce que tu dis, c'est manque de temps. Donc, je ne vais pas te dire fais ça. Je ne vais pas te dire précisément ce que tu peux faire. Il faut que tu t'organises mieux. On te l'a déjà dit. Mais alors, précisément, tu vois, moi, lève-toi plus tôt. Et je suis sûr que tu ne te lèves pas à 5 heures déjà. Ah, si. Tu te lèves déjà à 5 heures? Non, on va dire 6h30. Ok, t'as encore 1h30. Non mais vraiment, 1h30 le matin. Ce soir, par contre, tu peux te coucher tôt. Il faut qu'à 2h. Vraiment, tu m'as parlé de choses concrètes, précises. Donc moi, je parle de choses précises. Ce soir, à 22h, tu dors. Tu me réveilles à 5h. Tu as fait tes 7h. Tu as 1h30 pour bosser. Je sais que c'est chiant. Mais si tu veux arriver à faire ton affaire, il va falloir que tu fasses des trucs chiants. C'est obligé. Parce que là, actuellement, tu fais pas de trucs suffisamment chiants pour arriver à tout gérer. Donc si tu veux arriver à gérer ta deuxième production, juste 1 heure le matin. 1 heure, juste une. C'est juste te lever 1 heure plus tôt. Et en plus, le matin à 5 heures, il n'y a personne qui t'écrit, l'école elle n'est pas réveillée, les collègues non plus, t'as pas de message. C'est le mieux pour bosser. C'est un peu bateau, hein, mais si tu ne l'as jamais fait, essaie. Essaye ça 7 jours. Et tu vas voir que bizarrement, d'un coup, putain, j'ai vachement plus de temps. C'est contraignant, mais tu es obligé de te contraindre si tu veux arriver à faire des choses. Tu es obligé de te contraindre. Je te dis pas, voilà, c'est pénible. C'est pénible, mais derrière, quand tu auras lancé ta deuxième production, que tu as tout qui va tourner, tu seras très content. Tu auras oublié que c'est pénible. Tu es venu à me demander, vraiment fais-le. Sinon, tu me donnes ton numéro, et moi je t'appelle à 5 heures. Et je vais t'appeler, parce que je suis debout. Et ensuite, je voulais savoir, lorsque tu as fait le rebranding, tu as refait ça. À un moment, tu as dit que tu as remonté les images à ton produit. Ouais. Lorsque tu as fait une sorte de rebranding, resegmentation et tout, Oui. comment est-ce que les consommateurs que tu avais déjà ont réagi par rapport au... J'avais très peu d'anciens clients. J'ai très peu d'anciens clients, donc il y en a quelques-uns qui ont dit une trop cher. Oui, bah c'est pas grave. C'est tant pis. Et quel moment tu as utilisé exactement pour une stratégie qui parvient vraiment à fonctionner? À lever mes prix, Oui. je me suis géographiquement positionné dans des endroits où le pouvoir d'achat était plus important, notamment à Bordeaux. Je ne sais pas si vous connaissez, vers le bassin d'Arcachon, il y a plus d'argent là-bas. Donc je me suis géographiquement déplacé. Je me suis levé 1 heure plus tôt pour aller sur les marchés là-bas. J'ai retravaillé mes produits de manière à ce qu'ils aient l'air plus quali. Tu vois, je réfléchissais, je demandais comme ça là, sur le marché, j'avais mon truc. Vous préférez celui-là ou celui-là? C'est lequel le plus joli? Genre je demandais. Ça c'est le plus joli. Ok, je remets ça. Ça coûte combien? Je ne mettais pas le prix. J'ai dit ça coûte combien ça? Il me disait, je sais pas, 40 balles. Dans ma tête, je savais que ça coûtait 35 chats. Nickel, j'ai réussi à faire monter le prix. En fait. Je demandais, je posais la question. Ok, si je voulais vendre 60 et qu'il me disait 20, je me dis, ok, il faut que je trouve autre chose. Donc il faut que tu arrives à faire lever la valeur perçue. Mais ça c'est vrai que c'est pas facile, mais il faut arriver à le faire. On a une montre, tu sais, pour donner l'exemple de Rolex. Rolex, elle donne la même heure que la mienne. Hein. Et pourtant, la valeur perçue, elle est à 15 000 balles et les gens les mettent. Donc c'est qu'ils ont réussi à faire monter la valeur perçue. C'est tout. Donc c'est possible. Tous les produits, hein, tu peux les faire monter. Tous. Tu peux enregistrer l'ouvrir. Oui, c'est ça. En France, c'est hyper simple. Tu vas sur Google, tu tapes comment faire. Non, dès qu'il faut payer, c'est que c'est pas le bon lien. Tu vas sur Google et tu le crées, ils vont te demander ton nom, ton prénom, ton passeport, le nom de ta société, ça c'est cool à faire parce que du coup tu mets un nom sur ta société, ça c'est fait. Donc là c'est juste ton plus 1 et après tu continues. Tu trouves rien, ça prend 1 heure. T'as pas besoin d'avocat, t'as pas besoin de payer,
Ils vont juste te demander une adresse, nom, prénom. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et ce soir, tu es ouvert en société. Enfin, ce soir, tu as fait la démarche. Et dans la semaine qui suit, à l'adresse indiquée, tu vas recevoir un document, un extrait de cabis qui atteste que tu es une vraie entreprise. Et tu ne payes pas d'impôt. Tant que tu ne déclares pas de chiffre d'affaires, tu ne payes pas d'impôt. Tu peux rester comme ça pendant 24 mois, tu ne payes rien, tu ne perds pas d'aide, tu ne perds pas de droits, tu ne perds absolument rien. Tu as juste le droit de commercialiser légalement quelque chose en tant qu'entreprise. Et ça t'a pris 1 heure. 1 heure si tu es longue. La première fois que je l'ai fait, mon premier site, j'étais assis dans mon canapé comme ça, en train de regarder la télé. Ouais, non, j'étais comme ça. Je me suis dit, ok, on va faire les choses bien, et j'ai fait comme ça. À chaque fois qu'il fallait payer, j'y allais pas et j'ai trouvé le bon site. C'est tout. Alors, maintenant, je suis en société. SASU, si tu connais les statuts? Tu connais? Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais avant, j'étais en micro, tu vois, tu commences comme ça. Ça coûte pas grand chose, ça coûte rien. T'es un peu moins taxé après quand tu dépasses les seuils, mais tu fais appel à l'actuellement dans SASU. C'est quoi ta société? C'est quoi le... SASU, S-A-S-U, c'est un... Tu connais les statuts, je suis tout seul, c'est ma société, c'est moi qui ai mis tout là pour tout seul et je prends des dividendes. Vous avez d'autres questions? Regardez la réponse de... Je voudrais savoir en fait, quand par exemple on décide de faire une entreprise et que on sait qu'on veut être entrepreneur, mais l'idée qu'on a au début ne correspond pas forcément à ce qu'on veut faire. Comment trouver la bonne idée en fait? Ah ouais. Là, on est bon. Ouais. C'est pertinent parce que du coup, quand tu bosses sur quelque chose qui n'est pas vraiment ce que tu veux faire, quand tu bosses, du coup, tu bosses. T'es pas prête à faire 15 heures sans avoir l'impression d'avoir travaillé. Mais si tu n'as pas encore l'idée qui correspond avec ce que tu veux faire, là, je te dirais qu'il faut quand même que l'idée que tu as, même si ce n'est pas ton goal ultime, mets-la en place. Mets-la en place parce que moi, ma première affaire, c'est celle qui a décollé le plus vite, mais j'aimais pas forcément, même la clientèle et tout, c'était pas forcément ce que je kiffais. Mais j'ai appris plein de choses que j'ai pu remettre dans mes affaires aujourd'hui qui sont hyper bien. Donc n'attends pas d'avoir ton idée ultime, parce que sinon tu vas peut-être attendre 10 ans, mais bon, en 10 ans, tu auras moins d'énergie que maintenant, tu auras perdu 10 ans. Mets en place dès maintenant ton idée, en commençant par créer ta société, même si c'est pas prêt, faire un Insta, même s'il n'est pas beau, faire ton mail, même si Gmail c'est gratos, ça coûte 0 € de faire ça. Créer un site, ça coûte 0 €, 15 € par mois, et tu as des mois gratuits au début. Tu as tout gratuit, tu n'as que du temps à donner. Et le temps, tu l'as, tu as 1 heure par jour. Et de faire ce 1-1-1, tu vas le faire. Donc, pour répondre à ta question, tant que tu n'as pas l'idée en accord avec ton objectif ultime, fais quand même celle que tu as déjà et ça va venir. Ça va venir, c'est obligé. Moi, le matin, je n'avais jamais eu vraiment une idée. J'en vivais, mais je m'étais toujours dit, ouais, ça va pas marcher. Ouais, ça coûte pas cher, je fais pas d'argent. Je l'ai fait pour le fun, je suis allé, j'essaie quand même. Nickel, trop bien, j'ai tout arrêté, je fais que ça. J'ai quasiment tout arrêté, je fais que ça. Du coup, pour 15 € par mois, tu es passé par un prestataire ou... Non, le site, tu le fais toi. Tu sais pas le faire, c'est pas grave, tu le fais toi. Sauf si tu veux payer. 15 € par mois, si peut-être quoi tu sais, c'est Shopify. T'as tout dessus. Hein? Voilà, tout augmente. Hein. Parce que nous, on a les trucs, les forfaits au-dessus, donc c'est 30 €. Mais je crois que tu as 15 jours gratuits. Au pire, ça fait 300 € sur l'année. 360 sur l'année. Sur 1 an, c'est probable que tu fasses des ventes. Et le risque, il est faible quand même que tu te loupes. Et la gravité, c'est pas très haut, 360. C'est pas très haut, 360 € sur 1 an. Et ça t'a permis d'avoir un site. Et tous les jours, tu passes 1 heure de plus à bosser dessus parce que Shopify, c'est hyper simple. Au début, il n'est pas terrible ton site, mais c'est pas grave. Il y a du monde qui vont se balader dessus. Et un jour, bam, il commande. Et là, mon gars, tu sors au plafond. Et tout ce bonheur mérite tout le travail que tu as fait avant.
suis pas dans le. Je suis pas adepte de trouver le truc qui n'a pas été fait, tu vois. Parce que, enfin, je pense que tout a été fait. Ouais, je pense qu'il faut faire mieux. Un truc que tu kiffes, par exemple. Comme madame qui n'a pas encore l'idée de quelque chose que tu kiffes, mais quelque chose que tu aimes, tu vois. Comme ça, quand tu travailles dessus, tu n'as pas l'impression de bosser. Et plutôt que d'essayer de trouver le truc que personne n'a trouvé. Je ne sais pas sûr que ça existe. Enfin, ça existe encore, hein, probablement, mais vas-y. Et puis, tu sais, le jour où tu vas trouver le truc que tout le monde a trouvé, que personne n'a trouvé, tu vas le faire, tu vas commencer à te développer, et quelqu'un qui a 400 000 euros, il va mettre la main dessus, et on ne te verra plus, tu vois. C'est surtout la mise en place qui compte. C'est la mise en place, c'est comment tu vas organiser ton affaire. Jeff Bezos, je reprends le même exemple, c'est pas le premier gars qui a inventé à vendre des livres. Et pourtant, c'est lui qui a eu la meilleure mise en place. C'est l'un des premiers mecs qui a fait des marketplaces, qui a permis à d'autres entreprises de vendre sur son propre site. Maintenant, tout le monde fait ça. Et c'est l'un des premiers mecs qui a fait ça. Et c'est là que Amazon a explosé. C'est lui qui a eu le et là. C'est la mise en place. Ou est-ce qu'on peut continuer, même si on est déficitaire, et savoir est-ce qu'on peut évoluer après et commencer à faire du bénéfice? Malheureusement pour toi, heureusement pour moi, j'ai jamais fait faillite. Donc spécialement, je serais... Il me semble, ça s'est vérifié. Je peux pas avoir réponse à... Je ne vais pas inventer pour faire genre j'ai réponse à tout. Il me semble que quand tu commences à être déficitaire, donc que ton entreprise perd de l'argent, il y a un commissaire aux comptes qui vient regarder si tu as fait les choses correctement. Si tu es déficitaire parce que tu n'as pas assez de produits ou parce que tu t'es sorti de l'argent qu'il ne fallait pas. Si tu es déficitaire proprement, c'est-à-dire sans avoir volé ta société, ils peuvent te proposer un plan de redressement. Et donc ils peuvent t'aider à remonter à la pente. Alors là, je ne sais pas te dire précisément comment, mais c'est des personnes qui peuvent t'aider. Donc c'est quand même très intrusif parce qu'il y a toute ta société. Mais si tu as fait les choses propres et honnêtes, il n'y a aucun problème parce que les gens viennent de mettre du nez dedans. Et après, ils viennent t'aider et ils relancent ta société. Ou alors, sinon, ils arrivent trop tard et te disent là, c'est mort, vous avez trop de dettes, ça va être compliqué, on ferme. Donc, si tu étais en société et pas en micro-entreprise, ils ferment et les dettes disparaissent. Si tu as fait les choses propres, c'est quand même magnifique. Tu as endetté ta société, pas toi. Et les dettes restent, personne ne sera payé, et toi tu ne dois pas d'argent. Si tu t'es mis en entreprise. Donc c'est quand même pas mal, on peut entreprendre et sans perdre trop d'oseille. Excusez-moi, on avait une question du coup. Votre produit, est-ce qu'il est pris en cure ou c'est juste occasionnel? Tu peux le mieux c'est de le prendre occasionnellement. Par exemple à chaque fois avant le sport. À chaque fois avant une grosse révision, je trouve que c'est là qu'il y a le plus d'effet. Moi, perso, je suis mon premier consommateur. Hein. Je le prends à chaque fois avant le match. Comme ça, je suis sûr que j'ai tous les effets. Ou alors, quand j'ai une grosse journée de travail, là, j'en prends aussi. Ou comme je vais réduire le café, mais sinon, rien. Ponctuel. Pour avoir le maximum d'effets. C'est comme le café, c'est comme tout. Plus t'en prends, après. Si tu prends tout le temps du Red Bull, tu sens plus les effets du Red Bull. Le pôle sponsor va te contacter. Vous avez d'autres questions? Moi, je voulais juste dire par rapport à ta question, comment trouver une idée. Tu vois, c'est drôle parce qu'on a reçu 3 ou 4 conférenciers et tous les conférenciers qu'on a reçus nous ont dit j'ai développé mon entreprise actuelle, elle fonctionne, elle est en pleine croissance par quelque chose qui était dans mon quotidien. Tu vois? Donc finalement, je pense comme il disait, tu es vraiment heureux quand tu fais quelque chose que tu aimes vraiment. Et lui, tu vois, il prenait tous les jours à mater, il s'est jamais dit je vais pouvoir le commercialiser et gagner ma vie avec ça. Et ça lui est apparu en ayant de la résilience, du recul sur soi. Donc peut-être que tu peux aussi t'observer toi-même, observer les autres, les habitudes qu'ils ont. C'est une question qu'on me pose souvent chez Startem et c'est vrai que comment trouver son idée, c'est
aussi passer par soi, une analyse de soi-même. Et l'idée, même si vous en avez une qui est pas terrible dans votre tête, hein, juste pas terrible dans votre tête, il n'y a que vous qui vous dites qu'elle n'est pas terrible, et que du coup vous avez peur que les gens disent qu'elle n'est pas terrible, je vous ai dit, vous faites tout en secret, vous dites à personne, vous le mail, c'est pas Damien dans mon site, c'est contact le Instagram, on cache tout, et le fait d'entreprendre, ça va réveiller votre cerveau d'entrepreneur, et c'est là que votre idée du maté, pour moi, va arriver. Moi, je n'ai pas eu l'idée du maté en premier, hein. C'est vraiment... comment dire exactement? Les gars, ouais, les autres ont dit ça, c'est arrivé dans le quotidien comme ça. Nicolas Eudes, celui qui a inventé Stadium Traveler, c'est un mec qui est passionné par Apple Stade, et un jour il lui arrive une couille en venant dans un stade, et il se dit mais je vais inventer une application qui va te permettre de faire ton chemin de chez toi à ton stade en toute tranquillité. Et c'est un truc qu'il faisait quotidiennement. Donc c'est quelque chose, je pense que tu peux faire, et ce quelque chose-là peut servir à d'autres personnes en fait. Après c'est pas tout le temps comme ça, mais tu peux trouver quelque chose, je pense, comme ça. Voilà. Mais ça passe par faire. Oui, bien sûr. Faire. Je le répète pour que vraiment ça rentre, et pas attendre demain, pas dire je le ferai après mon partiel, je le ferai après demain, j'ai une grosse révision, du coup je me lèverai à 6h et je me lèverai à 5h que la semaine prochaine. C'est pas ce week-end, c'est vraiment demain matin. Demain matin, on va le réveiller plus tôt. Ce soir, on ouvre son entreprise. Donc là, vous avez pris le temps, vous n'avez pas perdu une heure, vous avez pris 1h30 de votre temps pour venir discuter, pour venir m'écouter, bonifiez-le. Gagnez 7h30, faites-en quelque chose. Sinon, autant fallu aller au bar ou rentrer à la maison. Faites-en quelque chose. Merci. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir été aussi attentif.